jour, une assemblée silencieuse se recueille devant la dépouille d'Alexeï Navalny. Le principal opposant politique de Vladimir Poutine est décédé à 47 ans dans une prison aux confins de l'Arctique. Derrière cette scène de deuil se cache le combat d'une mère qui défie le régime en offrant un dernier hommage public à son fils. Cette photographie, au-delà de l'adieu à un homme, raconte un espoir qui s'écroule et laisse place à l'effroi pour tous ceux qui contestent le pouvoir du Kremlin. Mais cette image fait surgir aussi ce que Poutine voulait éviter à tout prix, Alexeï Navalny, élevé au rang de martyr. Un cercueil occupe le centre de l'image, ouvert comme le veut la tradition orthodoxe. La silhouette d'Alexeï Navalny se devine à peine sous les bouquets de roses, un chapelet funéraire sur son front. Accompagné de 3 diacres, un prêtre officie devant sa dépouille. Autour, des citoyens ordinaires, cierges à la main, se recueillent. Seuls ses proches sont assis, son père, Anatoly, et sa mère, Lyudmila, ici coiffée d'un fichu noir. Réduits à l'exil, sa femme et ses enfants sont les grands absents de cette image. Tel un clin d'œil funeste à cette scène tragique, une fresque en arrière-plan célèbre l'entrée du Christ à Jérusalem quelques jours avant sa crucifixion. Alexeï Navalny est mort 2 semaines auparavant, le 16 février. Moscou affirme qu'il est décédé de cause naturelle. Mais le média indépendant russe, The Insider, a ensuite révélé des preuves formelles d'empoisonnement. En 2020 déjà, le célèbre militant anticorruption avait miraculeusement survécu à une première tentative d'assassinat. Là, il purgeait une peine de 19 ans pour terrorisme dans une prison lointaine au-delà du cercle polaire. Pour les observateurs étrangers, Navalny, assassiné par le régime, est le martyr de ce début du XXIe siècle. La scène se déroule le 1er mars 2024 dans une église de Marino, un quartier résidentiel au sud de Moscou. Bravant l'interdiction de rassemblement, des milliers de citoyens ont spontanément convergé vers l'église pour assister à ses funérailles. Certains n'hésitent pas à exprimer leur colère, malgré les risques de représailles. Cette image a été publiée dans le journal Le Monde. Elle a été prise par la photographe documentaire Maria Turchenkova, collaboratrice régulière du quotidien français. Elle nous raconte cette journée de deuil particulière à laquelle elle a assisté aux côtés du correspondant Benoît Vitkine. Ce jour-là, on ne savait absolument pas à quoi s'attendre. Comment serait organisée la cérémonie funéraire? Benoît Vitkine et moi sommes arrivés 3 heures avant l'heure officielle annoncée pour la cérémonie. À ce moment-là, nous avons vu que toute la zone autour de l'église était clôturée et qu'il y avait un grand nombre d'agents des forces de l'ordre qui dirigeaient les gens vers une longue file d'attente. Finalement, seules les personnes arrivées très en avance ont pu assister à la cérémonie avec les parents d'Alexeï Navalny. Plusieurs images de la cérémonie religieuse ont circulé sur les réseaux sociaux, mais cette photographie a particulièrement frappé les esprits. Certains internautes l'ont même inscrite dans une tradition picturale, comme un tableau éclairé à la bougie, à la gloire du martyr Navalny. C'était une atmosphère de cérémonie religieuse, mais elle était très silencieuse. Personne ne parlait. On entendait uniquement les prières du prêtre. De mon côté, je me suis placée près de l'autel. J'ai voulu montrer la scène de la cérémonie de la manière la plus large possible. Tout cela ressemblait plutôt à un événement secret. Quelque chose qui contrastait fortement avec l'ambiance qui régnait dans la rue. Et je voulais vraiment souligner ce contraste et transmettre ce silence. Il me semble qu'ils étaient également venus pour profiter de cette unique occasion de se voir, car depuis 2 ans, plus aucun rassemblement public n'est autorisé. En effet, sans l'opiniâtreté de la mère d'Alexeï Navalny, cette cérémonie n'aurait sans doute jamais eu lieu. Le 17 février, au lendemain de sa mort, Lyudmila Navalnaya s'est rendue d'elle-même à la prison de Karp pour récupérer la dépouille de son fils. Après avoir caché le corps, l'administration pénitentiaire a tenté de la convaincre de l'enterrer dans un lieu secret afin d'éviter tout culte posthume. Un chantage qu'elle a dénoncé dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.
на окраину кладбища к свежей могиле и сказать: вот здесь лежит ваш сын. Я на это не согласна. Lors de ce rassemblement, plus de 60 personnes ont été arrêtées par les autorités russes. Même les ambassadeurs américains, allemands et français, présents sur le parvis de l'église, n'ont pas pu assister à la cérémonie religieuse. Une situation qui tranche avec les funérailles d'un autre opposant politique majeur de Poutine, Boris Nemtsov, assassiné en 2015. Maria Toshenkova avait également couvert ses obsèques. Si l'on compare simplement les deux photos que j'ai prises lors des funérailles de Boris Nemtsov et d'Alexeï Navalny, on peut remarquer à quel point la situation en Russie s'est dégradée au cours de ces 9 années. La famille de Boris Nemtsov n'a pas rencontré de problème pour organiser des funérailles publiques. Toute sa famille était présente, ainsi que tous ceux qui avaient travaillé avec Boris Nemtsov à des différents moments de sa carrière politique. Pour Alexeï Navalny, la situation était complètement différente. La cérémonie s'est brusquement terminée au bout d'une demi-heure environ. À un moment donné, les employés de la société funéraire ont commencé à repousser violemment les gens et ont commencé à sortir le corps. C'était une situation terrible, car j'ai même entendu des cris dans l'église de gens qui disaient « Qu'est-ce que vous faites? Laissez-nous dire au revoir. Laissez-nous dire au revoir. » Les employés des services funéraires se sont ensuite empressés d'enterrer son corps au cimetière Borisovskoï, 2 kilomètres plus loin. Inhumé sur la chanson My Way de Frank Sinatra, Navalny emporte dans la tombe son rêve d'une merveilleuse Russie du futur. Cette image de funérailles traditionnelles russes sanctifie le combat d'Alexeï Navalny qui a tout donné pour son pays. Elle est le symbole de la résistance politique jusqu'à la mort. Faire disparaître les opposants au régime s'inscrit dans une longue tradition nationale russe et soviétique. Les régimes autoritaires tsaristes comme communistes ont toujours essayé d'éliminer jusqu'à l'image même de leurs adversaires pour les effacer des mémoires. Sous Lénine, sous Staline, il y a eu des purges massives, c'est-à-dire des arrestations massives. On ne sait pas pour des millions de soviétiques, ni quand ils sont morts, ni où ils sont morts, ni dans quelles circonstances ils sont morts, ni où ils sont enterrés. Il y a, par exemple, la poétesse très célèbre Anna Akhmatova. Anna Akhmatova, qui a écrit le Requiem, justement, pour rendre un hommage à ces gens victimes des purges. Son premier mari a été arrêté pendant l'été 21, donc encore sous Lénine. Il a été accusé d'avoir pris part à un complot dont on ne sait même pas aujourd'hui encore s'il a vraiment existé. Et il a été fusillé. Sa mort a été annoncée avec celle d'une 60aine de personnes. Ensuite, pendant toute sa vie, Anna Akhmatova a cherché l'endroit où éventuellement les restes de son mari avaient pu être enterrés. Elle ne le savait pas. Donc c'est vrai que quand j'ai vu ce cercueil, quand j'ai vu cette cérémonie au cimetière, même si elle était entourée par la police, même si le pouvoir, je dirais, a tout fait pour essayer de limiter l'impact, je me suis dit, au moins cet homme a une tombe, donc c'est une forme de soulagement. Une autre personne avec laquelle que l'on peut évoquer quand on pense et quand on regarde cet enterrement de Navalny, c'est bien sûr Andrei Sakharov. Alors, Andrei Sakharov était sans doute le dissident le plus connu en Union soviétique dans les années 70 et dans les années 80. C'était un chercheur, c'était un physicien, et cet homme de génie qui était couvert de médailles, qui était couvert d'hommages, a tout perdu parce que progressivement, il s'est mis à défendre les droits humains des personnes qui étaient persécutées en Union soviétique. Et quand cet homme est mort en 1989, on voit des milliers et des milliers de personnes groupées derrière le portrait de Sakharov. Et en fait, quand je voyais ces gens réapparaître pour l'enterrement de Navalny, avec tous les risques qu'il y avait en plus pour leur propre liberté, je me suis dit, bon, cette société, elle existe quand même. Ces gens sont là. Quelques jours seulement après la mort d'Alexeï Navalny, sa veuve, Yulia Navalnaya, a affirmé vouloir reprendre le flambeau de la lutte. « Je poursuivrai l'œuvre d'Alexeï Navalny, je continuerai pour notre pays avec vous », a-t-elle déclaré dans une vidéo devenue virale.
Au mois d'avril, le Time l'a classé parmi les 100 personnalités de l'année. Son portrait en une du prestigieux magazine lui a même valu de devenir la nouvelle égérie de l'opposition à Vladimir Poutine. Néanmoins, en juillet dernier, le Kremlin a lancé à son encontre un mandat d'arrêt. La veuve d'Alexeï Navalny vit aujourd'hui en exil, en Allemagne. C'était une enquête d'Emma Paoli pour le Dessous des images. Salut à tous.